Pour une expérience optimale, nous vous conseillons de régler la vitesse de lecture à 1,25 ou 1,5. Bonne écoute. Bienvenue dans le premier épisode hors cadre du podcast Cœur de Business 42. Les épisodes hors cadre sont des interviews en tête-à-tête avec des personnalités fortes qui font la fierté de notre département. Sport, éducation, droit, loisirs et j'en passe. Un vrai moment d'intimité pour découvrir leur parcours extraordinaire. À l'approche de l'emblématique Saint-Élion, course nocturne très particulière entre Saint-Étienne et Lyon, j'ai l'honneur aujourd'hui et le grand plaisir d'accueillir une des figures les plus emblématiques du trail français, Monsieur Philippe Propage. Bienvenue dans Cœur de Business 42, le seul podcast du 42 pour celles et ceux qui rêvent d'un nouveau modèle au cœur du business. Je suis Julien Russier, coach pro pour les pros, et je vous propose de découvrir l'actualité, l'histoire et surtout la vision du futur de notre monde du travail à travers le regard et l'expérience de mes invités. Entrons maintenant dans l'intimité des aventuriers et aventurières de l'entrepreneuriat du 42. Philippe, bonjour. Bonjour. Je vais vous présenter rapidement. Oui. Vous êtes surnommé dans le milieu du trail Papa Trail par vos athlètes, ce qui en dit déjà long sur vous. Vous avez été plusieurs années entraîneur de l'équipe de France de trail et vous êtes actuel coach du team Evadict Women féminine. Entraîneur à la collection de médailles impressionnantes, vous aviez sorti en 2019 un ouvrage sur votre vie au sein de l'équipe de France intitulé « 10 ans d'équipe de France de trail et ses témoignages ». On en parlera un peu plus tard. Vous récidivez aujourd'hui avec votre nouvel ouvrage « La méthode Propage ». Pouvez-vous nous en donner les origines, s'il vous plaît ? Tout simplement, j'ai été contacté par un éditeur pour faire un ouvrage. Alors, justement, le premier livre, je l'avais fait absolument seul, avec quelques amis, et ça m'avait demandé un travail vraiment très, très prenant. Donc, à plusieurs reprises, j'ai refusé. Et puis finalement, lui, il tenait beaucoup, donc il m'a trouvé une solution intermédiaire. C'est en fait, j'ai été interviewé par un journaliste. D'accord. Et donc, on va dire, il est resté à la maison pendant 3 jours. Et pendant 3 jours, il a pu écrire ce livre. Après, moi, j'ai fait que des corrections. Donc, sincèrement, ça m'a pris entre 8 et 15 jours, mais pas plus. Parce que voilà, c'est vraiment un gros travail. Alors, dans ce livre, j'essaye d'expliquer... alors, ce titre, un petit peu, je trouve qu'il manque un peu de modestie, mais c'est pas moi qui l'ai choisi. Mais bon, voilà, c'est l'éditeur qui choisit, hein, c'est comme Bien ça. Sûr. Voilà, mais lui, il souhaitait vraiment que mon nom apparaisse. Oui. Bon, ben voilà. Ce livre, j'essaye d'expliquer un petit peu ma façon d'entraîner, de coacher les athlètes, parce que effectivement, ce nom de Papa Phil, j'ai plein de surnoms comme ça, effectivement, démontre que j'ai peut-être une approche un petit peu différente. Je me définis d'ailleurs souvent comme un coach et non pas comme un entraîneur. Alors, parce que souvent, les gens font le parallèle. On est entraîneur, on est coach. Et je le dis dans le livre, l'entraîneur, il essaye de faire progresser l'athlète. Et le coach, il essaye de faire s'épanouir l'athlète. D'accord. C'est 2 choses différentes. Mais pour être performant, il faut s'épanouir. Ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et donc, voilà, j'ai pris un petit peu la façon d'entraîner un petit peu à l'envers. Mais c'est ce que je fais. Hein. Lorsqu'un athlète vient vers moi et lorsqu'il veut que je l'entraîne, je ne commence pas à lui demander ses performances sportives. Je lui demande qu'est-ce qu'il est dans la vie. Est-ce que c'est un père de famille ou une mère de famille? Est-ce que c'est quelqu'un qui est célibataire? Et puis son travail, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est pas du tout la même chose pour quelqu'un qui est professeur, quelqu'un qui est maçon. Voilà, il y a des choses qui sont totalement différentes et je me tiens beaucoup compte de ces aspects-là. Pour ensuite proposer un plan d'entraînement. Ouais. C'est assez particulier chez vous, c'est assez remarquable d'ailleurs. C'est le fait d'entraîner des athlètes de haut niveau, des athlètes de haut niveau et de très très haut niveau, des athlètes internationaux et aussi des débutants dans la course à pied. Non seulement je le fais, mais en plus j'y tiens. Ouais. Parce que justement, les débutants, comme on dit, alors même si c'est ce mot, je l'aime pas trop, hein, parce que parfois j'ai des débutants qui ont 50 ans, mais voilà, ils m'apportent quelque chose. Et quelque part aussi, me font retomber un petit peu de mon nuage.
parfois j'explique quelque chose et je m'aperçois que l'athlète, cette personne-là, il ne comprend pas ce que je lui... Parce que c'est vrai que j'ai l'habitude d'être avec des athlètes de haut niveau, qui ont l'habitude, une de ma méthode et de mes mots. Et parfois, ça me permet de me déconnecter un petit peu du haut niveau, de sortir de cette bulle et de revenir à la réalité. Et c'est aussi pour ça que je suis souvent présent sur les courses, dans le peloton, comme n'importe qui, parce que j'aime ce contact avec des gens lambda, des gens qui courent uniquement pour le plaisir, même si les athlètes de haut niveau courent aussi pour le plaisir, faut pas l'oublier. Mais voilà, et ça me permet de discuter avec eux, d'entendre ce qu'ils disent et de rester vraiment collé au monde de la course à pied. Et parce que voilà, lorsqu'on est, par exemple, j'ai fait 12 ans avec l'équipe de France, lorsqu'on est en équipe de France, parfois à table, on entend des conversations d'athlètes de haut niveau et qui donnent leurs avis, leurs impressions, mais voilà, en fait, c'est leurs impressions d'athlètes de haut niveau, quoi. Ouais. La majorité du peloton ne pense pas comme eux. Bien sûr. Donc parfois, je suis obligé de leur expliquer ça, mais c'est compliqué pour eux de comprendre ça. Ils n'ont pas les mêmes buts. Donc voilà, il ne faut pas se déconnecter de la base. Alors, on le dit souvent aussi pour les hommes politiques, pour plein de gens. Plein de choses. Parce que sinon, à un moment donné, on croit que tout le monde est derrière nous et quand on se retourne, il n'y a personne. Donc, il faut faire très attention. Et justement, le fait d'avoir d'entraîner des coureurs lambda, on va dire, et même si ce n'est pas péjoratif, ça me permet de rester vraiment au cœur du peloton. D'accord. Vous avez bien parlé de sport passion ? Le sport passion, oui. Forcément, le sport, de toute façon, l'élément, le moteur de la performance et de la progression, c'est forcément l'envie, le plaisir et la passion. Sinon, c'est pas possible. Et quel que soit son niveau. On en parlera peut-être tout à l'heure, c'est intéressant d'entendre ça, dans le sens où, avec votre carrière, vous avez vu des athlètes de très très haut niveau, vous êtes du coup entraîneur de très très haut niveau aussi, et comment garder cette passion aussi, comment vous avez fait, on y reviendra tout à l'heure, mais ça va être très intéressant. Du coup, dans votre livre, La méthode Propage, qu'est-ce qu'il y a concrètement dedans ? C'est des programmes d'entraînement, c'est une réflexion sur ce que c'est l'entraînement selon vous ? Alors, il y a une première partie, une qui me présente, et puis deuxièmement qui explique un petit peu ce que je viens d'expliquer, ma vision de voir l'entraînement. Ensuite, il y a une partie effectivement plan d'entraînement, plus traditionnelle. Et enfin, une partie, j'écris dans un magazine depuis 7-8 ans maintenant, et chaque mois, il y a les lecteurs qui posent des questions. Et je crois qu'il y en avait autour de 1000 au total sur tous les magazines. Et donc, on a choisi une 50aine qui sont la plus représentatives de questions que les gens posent en fait par rapport à l'entraînement. Et on a mis ces 50 questions aussi à la fin du livre. Je pense qu'avec ces questions, on répond justement à pas mal d'interrogations de coureurs. Et moi, ce livre, surtout, j'ai voulu utiliser un vocabulaire très simple, très simpliste. Je le dis d'ailleurs, pour ceux qui ont une grosse connaissance dans la pratique, s'ils achètent mon livre, ils se sont trompés. C'est pas fait pour eux. Moi, ce que je veux, c'est pour 95% du peloton puisse le comprendre. J'ai volontairement utilisé des mots peut-être même trop simplistes. Certains me le reprocheront, mais c'est vraiment une démarche que j'assume, qui est volontaire, pour que tout le monde puisse comprendre. Parce que après, parfois... je vois, on utilise des mots un petit peu scientifiques, mais bon, c'est surtout pour se faire plaisir. Et puis moi, je suis pas un entraîneur. Ça fait 35 ans que je suis sur les terrains. Je suis un entraîneur qui est très terre à terre, et mon expérience que j'ai aujourd'hui, je l'ai tirée du terrain et pas d'un laboratoire. Pour parler d'expérience, même si je dénigre pas du tout les gens qui font du scientifique, je m'y appuie dessus. Bien sûr, mais oui, bien sûr. Mais ça c'est pas, c'est un complément, mais c'est pas là-dessus que moi je fais mes entraînements. D'accord. On va revenir sur votre parcours. Philippe Propage, vous êtes né le 18 juin 1959 à Saint-Étienne. Vous avez grandi du coup dans la région stéphanoise et vous étiez passionné de football, il me semble.
Bah oui, comme tout bon Stéphanois qui se respecte, j'ai Est-ce une obligation? L'accent et deux, la passion du football. Ouais. Alors j'avoue l'avoir un petit peu moins aujourd'hui parce que ça me correspond plus, moins, on va dire, le football et notamment notre équipe des Verts qui voilà, qui bataille un peu là. Qui bataille, mais c'est pas le problème de batailler, ça c'est le sport. Ouais. Mais il me semble qu'il y a plus l'âme de ce que j'ai connu lorsque, dans les années 76, j'étais adolescent et voilà, je manquais pas un match. Et voilà, on avait la passion pour ce maillot. Aujourd'hui, voilà, parfois, souvent, je dis l'amour du maillot, mais ouais, c'est des mots, ça. Je le vois pas trop parfois sur le terrain. C'est donc vrai. Voilà. C'est vrai. Du coup, votre parcours, donc jeune, vous avez grandi en région stéphanoise. Vous avez passé un bac pro. Oui. Dans quel domaine? Alors j'étais dans la fonderie. D'accord. Alors voilà, c'était à cette époque-là, il y avait encore des fonderies. Oui. Et puis rapidement, j'ai passé des concours et je suis rentré dans une mairie. Et puis à l'intérieur de cette mairie, voilà, j'ai progressé, j'ai passé des concours qui m'ont permis d'accéder à des postes supérieurs. J'ai d'abord été directeur de service technique et puis ensuite j'ai terminé ma carrière très proche d'ici, au lycée d'Andrézieux. Où alors j'enseignais pas, hein, mais je m'occupais du personnel à la fois technique qui s'occupe de régler les problèmes, des dames ou des hommes qui s'occupaient du ménage, et puis aussi du restaurant scolaire où on faisait quand même 1000 repas par jour. Donc voilà, c'était encadré 45 personnes et j'ai terminé ma carrière ici pendant 6 ans. D'accord. Et du coup, en préparant l'émission, je vous demandais vos dates marquantes et vous nous avez donné 2 dates, 1981 et 1983. J'aurais pu dire 79 aussi, puisque c'est là que je me suis marié. Mais disons 80 et 83, c'est la date de naissance de mes enfants. Ouais. 81 mon fils, 83 ma fille. Donc voilà, je pense que pour un père de famille, c'est quand même des éléments très très importants. Ouais. Et puis en plus mes 2 enfants m'ont donné 4 beaux petits enfants, ouais. Dont une qui vient de naître il y a 3 semaines. D'accord. Félicitations. Merci. Même si je suis pour rien. Oui. Voilà, c'est quand même des dates importantes dans la vie d'un homme. Je pense que la naissance de ses enfants, c'est quelque chose de très important. Voilà. Après, il y a d'autres dates, mais voilà, celles-ci vraiment sont vraiment essentielles. Durant vos études et le début de votre parcours professionnel que vous nous avez expliqué à l'instant, quelle place avait le sport à ce moment-là? Le sport, c'était plus, au début, on va dire, c'était plus un dérivatif, plus une passion, et puis une façon de maintenir sa condition physique, hein, il faut être honnête. Toujours avec le football? Au début avec le football, mais j'ai très vite basculé sur la course à pied parce que dans le football, parfois, j'aimais pas... vous savez, dans le football, parfois, on est copains avant le match et après, on se parle plus après, quoi. Ouais. Tout simplement parce qu'on n'a pas donné le ballon au moment où il fallait. Après, parfois aussi, malheureusement, on critique l'arbitre. C'est plus facile de dire l'arbitre n'a pas été bon que de dire c'est nous qui n'avons pas été bons. Et au moins, dans la course à pied, on peut pas se cacher derrière qui que ce soit. Si on fait 2e d'une course, on est moins bon que le premier, mais on est meilleur que le 3e. Et voilà, et ça veut pas dire que le dimanche suivant, ça va être pareil. Mais voilà, on peut pas se cacher, on a été bon ou pas bon. Voilà, et puis voilà, c'est ce côté-là, vraiment le sport pur. Qui m'a intéressé. C'est pour ça que je suis parti sur la course à pied. Aussi parce que c'est un sport très simple. Il suffit d'avoir un short, une paire de baskets. On peut y aller à n'importe quelle heure du jour, de la nuit. Quel que soit le lieu où l'on est, on peut le faire. J'étais souvent dans des hôtels et dans des lieux que je connaissais pas. Je partais de l'hôtel et puis je faisais 30 minutes dans un sens, 30 minutes dans l'autre pour pas me perdre. Mais voilà, j'avais fait 1 heure de sport et 1 heure de course à pied. C'est bon, on a déjà bien travaillé. C'est sûr. Et puis surtout, on a travaillé musculairement, cardiaquement, mais aussi, ça permet aussi de bien vider la tête des problèmes qu'on a eu peut-être auparavant. Et quand on arrive le soir, on est beaucoup plus relâché et détendu. Vous avez quel âge quand vous découvrez la course à pied? J'avais autour d'une 30aine d'années. J'avais fait du sport, j'avais joué au football. Après, j'ai arrêté parce que voilà, mes obligations familiales font que je fais construire, je participe beaucoup aux travaux, voilà, donc je me suis un peu éloigné
du football. Et lorsqu'il a fallu reprendre, je me suis aperçu en passant devant la glace que je m'étais un petit peu arrondi. Et ma femme pratiquait le footing. Donc, je suis allé avec elle au début. J'ai beaucoup souffert. Et puis, rapidement, j'ai voulu essayer de comprendre comment ça marche à l'intérieur, comment on fait pour progresser. Et puis, voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Déjà, au football, j'ai entraîné aussi. C'est vraiment quelque chose presque qui prend le pas sur ma participation même. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai passé des formations, je suis rentré dans un club, et puis voilà. Dans quel club vous êtes rentré? Alors, je suis au FAC Andrézieux, Forez Athletic Club. Je suis toujours dans ce club depuis plus de 30 ans, c'était l'autre siècle, l'autre millénaire même. Et je suis toujours membre du bureau de ce club. Ok. Et du coup, votre histoire d'entraîneur, elle commence comment alors? Alors, mon histoire d'entraîneur, elle commence par hasard. Je suis une première formation et je croise lors de cette formation un homme qui était le directeur technique national. Et puis, lorsque je passe, il se trouve une pure coïncidence, c'est lui qui m'interroge sur la partie orale. Et puis, rapidement, il a plus vu chez moi la passion que la compétence, peut-être. Et rapidement, il m'a fait la proposition d'intégrer son groupe de travail. J'étais assez surpris de cette proposition, mais très fier. Et donc, j'ai suivi cette filière et je l'ai accompagné pendant 7 ou 8 ans sur toutes les formations qu'on met en place. Et puis là, de fil en aiguille, voilà, je me suis retrouvé à la tête de l'équipe de France, quoi. D'accord. Donc, l'équipe de France, dans quel domaine, du coup? Alors, dans les années 2000, déjà, ma première expérience, elle se fait sur le semi-marathon. Ouais. Où, quelque part, je dirais plus pour me récompenser qu'autre chose, la fédération me propose d'aller encadrer l'équipe de France de semi-marathon. Et là, je vais au championnat du monde qui se déroule au Mexique. Et j'accompagne l'équipe. Et puis voilà. Et ensuite, voilà, j'ai fait quelques différentes fonctions au sein de la fédération. Et puis, voilà, en 2000, disons que voilà, ce qui fait basculer ma vie, moi je viens sur le trail, je viens de la route en fait, j'ai fait du marathon, etc. Et puis j'ai vite atteint ma limite. Et donc va naître le trail. Donc je pars sur cette discipline. À quelle période vous... J'ai commencé à faire mes premiers trails, c'était l'autre siècle aussi, pareil. Hein. Ouais. C'était dans les années 98 à peu près. C'est vraiment la naissance du trail. Il y a des grosses courses type les Templiers, pour ceux qui connaissent, oui. Où j'étais au départ. Et au départ, on était 300 au départ, quoi. Ouais. Parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est que autant maintenant le trail, on en voit de partout, ça s'est démocratisé. Il y a des stars maintenant du trail, complètement. On arrive à avoir des coureurs professionnels, y compris des coureurs français qui cartonnent, comme François Den, par exemple. Il faut savoir qu'il y a une vingtaine d'années, c'était un sport tout à fait intime. Ah ben complètement, oui. Et on reparlera peut-être tout à l'heure justement du développement du sport et du sport business aussi. Du coup, vous arrivez au trail. Voilà, j'arrive au trail, j'ai fait du trail et je cumule à la fois cette passion pour le trail et à la fois les diplômes d'entraîneur que j'ai pu acquérir au fil des années. Et donc, l'équipe de France, au niveau de la fédération, ils s'aperçoivent que l'équipe de France va naître parce qu'il va y avoir des championnats du monde qui arrivent. Ça sera en 2009 qu'ils vont arriver. Et là, en 2007, on me fait la proposition de me préparer à encadrer cette équipe. Donc, effectivement, je suis à la fois fier et très content qu'on me fasse cette proposition. Donc, vous encadrez la première équipe de France de trail? Oui, depuis le début. Okay. Depuis le début, effectivement. J'ai fait de 2009, la naissance de l'équipe, jusqu'à 2021. Où effectivement, là aussi, j'ai beaucoup vu évoluer les choses. 2009, c'est moi et le médecin qui faisons le repas. Et les athlètes nettoient les chambres, on est dans un dortoir. Aujourd'hui, on est dans des hôtels. Les athlètes d'aujourd'hui n'accepteraient pas de faire ce qu'on a fait, quoi. Bien sûr. Mais après, c'est l'évolution normale. Complètement. Ceux qui sont aujourd'hui avaient 10 ans à cette époque-là et n'ont pas connu ces années-là, mais c'était vraiment le système, on se débrouillait, quoi. Voilà. Et c'était pas si mal. Et finalement, je dirais peut-être même qu'au niveau de la cohésion d'équipe, on arrivait à faire des choses... C'est fondateur. Ouais, je pense qu'on faisait des choses... J'essaie d'imaginer aujourd'hui ce qu'on faisait et le proposer à mes athlètes. Ça serait pas simple, mais on a réussi à... Alors aujourd'hui, j'utilisais d'autres artifices,
Mais finalement, c'était un bon élément pour souder l'équipe. Tout le monde mettait la main à la pâte. Certains balayaient, d'autres faisaient la vaisselle. Finalement, on arrivait, bon an, mal an, à faire quelque chose une belle cohésion d'équipe. Et puis les résultats sont arrivés rapidement. Enfin, on a eu beaucoup de bons résultats. Ouais. Donc ça aide aussi. En 12 ans d'équipe de France de trail, j'imagine que vous avez ramassé pas mal de médailles, pas mal de un palmarès. Il faut regarder Tout le monde parle de votre palmarès. Je crois que j'ai gagné 37 médailles. 37 médailles. 37 médailles, dont 19 d'or. Sachant en plus qu'il y avait des championnats jusqu'en 2015, c'était une année sur deux. Pour donner un exemple, avec l'équipe de France féminine, on a été tout le temps champion du monde par équipe, sauf une année où on a été vraiment mauvais, on a été deuxième. Voilà. Vraiment mauvais, ouais. Et la championne du monde féminine individuelle a toujours été une Française. Wow. Voilà, ça c'est extraordinaire. Ouais. Donc voilà, on a eu des résultats fabuleux. Alors la première année, on a dit c'est peut-être le hasard. Et puis 2009, on est en 2022. Cette année, Blandine est encore championne du monde. On est encore championne du monde par équipe. Ça va faire quelques années que ça dure. Donc peut-être quand même qu'il n'y a pas que le hasard. Je pense qu'on a dans notre pays, au niveau de notre organisation, et ça, on s'en rend pas forcément compte. Je pense que la multitude d'organisations que l'on a en France, avec des gens qui organisent, mais qui sont très professionnels. Je le vois, la moindre petite course, on a le dénivelé, on a une courbe, on a exactement les kilomètres, on a une organisation qui est parfaite, permet d'attirer énormément de monde dans la discipline. Et forcément, moi, j'en tire... plus on a du monde, plus le sommet de la pyramide, plus il est large et plus on obtient les meilleurs athlètes. Et donc, je pense quand même que les organisateurs, ils en sont peut-être pas forcément conscients, mais c'est eux le premier maillon de la chaîne qui permettent ensuite à avoir une élite. Et voilà, parce qu'aujourd'hui en France, alors moi j'ai beaucoup été dans d'autres pays. Donc souvent on a l'impression que l'herbe elle est toujours plus verte chez les autres. J'entends parfois citer des courses, on a l'impression que c'est merveilleux. J'ai été voir, sincèrement, on a des petites courses de chez nous qui sont largement au niveau de grandes courses à l'étranger. D'accord. Voilà, donc il faut... Et voilà, je tiens aussi à saluer tous ces organisateurs qui se débattent chaque week-end pour faire leur organisation et surtout pour mettre les coureurs dans des excellentes conditions, à la fois pour participer et de sécurité. Oui. Parce que la sécurité en trail. J'ai vu des courses à l'étranger, il vaut mieux qu'il n'y arrive rien à personne, parce que c'est un petit peu compliqué. Et du coup, donc 12 ans d'entraîneur de l'équipe de France de trail. Comment se passe après la transition sur votre poste actuel au sein de Evadict ? Disons que ça s'est fait un petit peu assez facilement. Voilà, j'ai eu un petit problème de santé qui fait que j'avais décidé, moi, à l'origine, de m'arrêter en 2024. Alors, pourquoi 2024 ? Parce que j'avais quand même un petit espoir, ayant les Jeux Olympiques en France, qu'on serait... Alors, non pas un sport olympique, malheureusement, c'est pas d'actualité, mais au moins en sport de démonstration, parce que ça avait été proposé. Bon, ça n'a pas été retenu. Donc voilà, je m'étais fixé la date de 2024 et j'aurais aimé partir sur un gros coup et être présent au jeu. Et puis voilà, ces problèmes de santé ont fait qu'en 2022, au 1er janvier 2022, j'ai décidé d'arrêter parce que je ne veux plus aller... au fin fond du monde, comme j'ai été par exemple au fin fond de l'Argentine, en Patagonie, 30 heures d'avion, je veux dire, voilà, j'ai eu un problème cardiaque, donc il vaut mieux éviter de faire des gros déplacements. Et donc, naturellement, j'aurais été vraiment très, en manque si j'avais pas eu de proposition. Or, des propositions, j'en ai eu à plusieurs reprises, mais une où je ne voulais pas accepter, ou deux, je ne pouvais pas par rapport à des problèmes de sponsoring entre le sponsor de la fédération et ceux qui me proposaient de venir encadrer chez eux et qui étaient une autre marque. Donc, c'était compliqué. Or là, finalement, ça a pu se faire assez facilement.
Et puis les gens d'Evadict, donc de Decathlon, hein, je les connaissais parce que j'avais été partenaire avec eux de 2013 à 2018 déjà, donc je les connaissais très bien. On avait lié de l'amitié au-delà de l'aspect sportif. Et lorsqu'ils sont venus me voir, et au début je leur ai dit non, hein, parce que j'étais encore avec cette équipe de France et ce n'était pas possible. Et ensuite, finalement, de cette difficulté, on en a fait une opportunité. Et j'ai pu basculer, sachant que dans cette équipe-là, il y a quand même 5 filles que je connaissais très bien, parce que une, je les entraînais déjà, à titre personnel, et 2, elles étaient déjà en équipe de France. Donc voilà, la transition s'est faite assez facilement, on va dire, même si dernièrement, l'équipe de France était en Thaïlande, et moi, j'étais derrière mon ordinateur à regarder les résultats. Et là, c'était la première fois que quand même, j'étais triste de ne pas être sur place. Ouais. Alors, heureusement, Blandine Hirondelle a été championne du monde, et donc quelque part ça a masqué un peu ma tristesse, puisque c'est quand même une de mes athlètes qui est championne du monde. Mais et Adeline Roche aussi, Adeline Roche, alors Martin maintenant puisqu'elle est mariée, mais bon, elle est plus connue sur le nom d'Adeline Roche, qui avait été championne du monde en 2017, que j'entraîne aussi, qui a fait une excellente performance elle a couru sur la course de montagne, qui est une course beaucoup plus courte. Elle a fait aussi un excellent championnat du monde. Donc, quelque part, ça a un petit peu masqué ma tristesse. Mais autant je l'avais bien pris jusqu'à ce moment-là, lorsqu'ils sont partis en stage et puis lors du championnat du monde, là, j'avoue que j'ai eu un petit pincement au cœur quand même, de ne pas être avec eux. Bien sûr. Parce que c'est quand même mon bébé, quoi. Voilà, il faut être honnête. Il y a des différences aujourd'hui d'être dans un team privé par rapport à l'époque où vous étiez entraîneur dans l'équipe fédérale? Alors, les teams aujourd'hui, ce qu'on va dire privés de marque, ouais. Lorsque j'ai débuté, il n'y en avait pratiquement pas. Bien sûr. Il y avait pratiquement personne. Il y avait juste 2-3 athlètes, mais c'était pas des teams. Enfin, c'était des athlètes de trail qui étaient au milieu des athlètes de course sur route. Voilà, en fait. D'accord. La course sur route était beaucoup plus aidée. Il y avait beaucoup plus de courses sur... Enfin, beaucoup plus. Elle était beaucoup plus démocratisée à ce moment-là, la course sur route, que le trail. Et donc, du coup, il n'y avait pas vraiment de structure de trail, de team de trail. C'était plus des individus qui étaient sponsorisés par une marque. Et donc, voilà, il y a des choses qui ont évolué avec le temps. Et je dirais, allez, depuis 2015, il y a vraiment eu... aujourd'hui, on voit énormément de teams qui sont exclusivement sur le trail. Nous, on en a même fait une exclusivement trail et féminine. Mais voilà, il y a énormément c'est vraiment deux choses qui sont totalement différentes. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de teams de trail qu'il n'y a pas de teams de course sur route. Peut-être. C'est même une certitude. C'est même une certitude. Il y a beaucoup de grosses marques, je ne vais pas citer de nom, qui ont abandonné la course sur route pour aller sur le trail. Parce que c'est plus dans l'air du temps aussi, je pense. Moi, je pense que c'est une des raisons. Vos valeurs fondamentales, vous me marquez, c'est très intéressant, hein. Le travail, le bon sens, l'empathie et le partage. Alors, je pense qu'on s'en rend compte en vous écoutant que ça vous correspond tout à fait. Moi, je voulais insister sur quelque chose, parce que moi, je suis plutôt dans le monde de l'entreprise, même si le sport, je le pratique à titre personnel, mais c'est le travail et le bon sens. Ouais. Et ça, ce sont deux valeurs, très bizarrement, qui me sont jamais soumises dans le monde de l'entreprise. Donc, pourquoi le travail? Pourquoi le bon sens? Parce qu'on n'obtient pas de résultats sans travail. Ouais. Il faut que... Alors, aujourd'hui, presque le travail, il n'est pas dénigré, mais presque. Et moi, ça me gêne. Parce que c'est la valeur fondamentale de notre société, déjà. Oui. Voilà. S'il n'y a pas de travail... moi, aujourd'hui, je suis en retraite. Et ceux qui me payent ma retraite, c'est pas moi qui ai mis des sous de côté à un moment donné. C'est bien ceux qui travaillent qui, aujourd'hui, me la payent. Moi, quand j'ai travaillé, je cotisais, mais c'était pour mes parents. Donc, il y a cette solidarité qui fait le fondement de notre société. Il ne faut pas qu'on l'oublie, ça. Hein. Oui, c'est vrai. Et le travail, mais parce qu'on soit dans le sport, qu'on soit dans la vie professionnelle, c'est quelque chose... on n'obtient rien sans travail. Alors, parfois, on a le sentiment que voilà, on n'est pas récompensé. Mais sur une carrière, si on regarde bien, celui qui travaille, il a toujours des opportunités... À un moment donné, il est mis en évidence par rapport à d'autres. Et c'est vraiment... Mais moi, c'est la valeur fondamentale. Mais voilà, il n'y a pas de société qui peut tenir la route sans travail. Ça, c'est la base. Et depuis la nuit des temps, c'est comme ça.
Donc c'est quelque chose qui me... Et aujourd'hui, malheureusement, il y a parfois, il me semble que c'est plus la priorité de nos contemporains. On est plus peut-être sur le loisir, sur des choses comme ça, mais effectivement le loisir, ça c'est important. Mais le travail, c'est quelque chose aussi, voilà, il fait partie de notre vie, on y passe beaucoup de temps. Et je crois que aujourd'hui, j'écoute l'actualité, hein, et je vois énormément d'entreprises qui sont en manque de personnel, quoi. Ouais. Ça me choque. C'est un des enjeux, ça me choque. ouais. Bon, alors je veux ni faire de politique, mais je vois beaucoup de gens qui sont plutôt dans la plainte. Et bon, voilà, il faut peut-être aussi, à un moment donné, pas toujours attendre tout des autres. Et puis, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société, dès que ça va pas, on demande une aide, une subvention, voilà, mais voilà, à un moment donné, il faut, pour avoir une subvention, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait mis de l'argent dans la caisse. Et ça, c'est que par le travail. C'est mon sentiment. Et dans le sport, voilà, c'est pas possible, mais quel que soit son niveau. Quel que soit son niveau. Hein. Et encore plus quand on est à haut niveau, j'ai pas d'athlètes, moi, qui peuvent être performants sans travail. Et les athlètes de haut niveau ne se posent pas cette question. Ils savent que c'est incontournable. C'est incontournable, ouais. C'est pas... On est dans des sports, alors peut-être dans d'autres sports, on peut arriver, par quelqu'un qui a beaucoup de technique, on peut arriver à masquer la misère, je dirais. Voilà, on va dire peut-être, je prends le football, mais j'aurais pu prendre un autre sport. Mais un footballeur qui est très doué, très fort techniquement, même s'il s'entraîne moins que les autres, ça va, alors peut-être pas sur le long terme, hein, mais sur un match, 2 matchs, ça va, si les autres courent bien pour lui, et que lui, il a vraiment une forte technique, ça va masquer un petit peu le fait qu'il ne s'est pas entraîné. Vous faites du vélo, vous faites de la natation, vous faites de la course à pied. Si vous vous entraînez pas et si vous faites trop d'écart dans la vie de tous les jours, vous le payez cash le dimanche, quoi. Hein, c'est clair. Donc voilà, je pense que c'est la valeur travail, c'est vraiment quelque chose. Et quelque part, ça me choque quand vous me dites que les gens du monde du travail, ils n'en parlent pas. C'est surprenant, ça. Bah, ils en parlent, mais pas comme une valeur. Ah, mais c'est une valeur fondamentale. Toute société... Peut-être qu'ils n'en parlent pas parce que ça paraît évident aussi. Hein, oui, c'est aussi ce que vous dites. Hein. Ou peut-être c'est un sujet presque pas tabou, mais pas loin. C'est dramatique d'ailleurs. Mais voilà, aujourd'hui, je crois que... et puis, le travail, c'est pas, on n'y va pas normalement à reculons, quoi. Ça doit être intégré dans notre vie, le vivre le mieux possible. Et si on est... Alors, heureux d'y aller, bah, parfois moi aussi, hein, je travaillais et parfois j'étais bien heureux quand arrivait le week-end. Hein. Mais si on n'y va pas avec une corde au cours du cou, je pense que dans le travail aussi, on peut trouver beaucoup de façons de prendre du plaisir, à la fois dans son travail, dans les échanges avec ses collègues, voilà, avec qui on va passer beaucoup de temps. Hein. Donc, voilà, le travail pour moi, c'est une notion essentielle. Et j'aurais bien aimé que vous abordiez aussi la notion de bon sens. Qu'est-ce que vous entendez par bon sens et comment ça se vit voilà, je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis pas trop dans le monde scientifique. Aujourd'hui, ma compétence, je l'ai établie par rapport à mes 35 ans que je passe sur les stades, sur les routes, sur les chemins, et par rapport à mes rencontres et mes discussions avec des athlètes, avec d'autres entraîneurs, et la notion de bon sens, mais pas que dans le sport, hein. Je pense qu'aujourd'hui, on l'a oublié. Parfois, j'ai des athlètes qui me posent une question et j'ai pas la réponse, en fait. Parce que, quelque part, la question, elle est tellement pointue c'est pas écrit dans le livre. Eh ben, j'essaye de réfléchir et de poser le pour, le contre. Et je me dis, fonction de ce qu'il m'a demandé, j'estime que la meilleure solution, c'est celle-ci, mais j'ai pas été le chercher ni sur Google, j'ai pas ouvert un livre de formation, j'ai fait marcher mon cerveau, et je me dis, voilà, il me semble que la meilleure solution, c'est celle-ci, je la propose. Souvent, la personne en face de moi pense que j'ai la certitude alors que j'en ai aucune.
Et puis, ben voilà, on va dire, allez, 9 fois sur 10, ça marche. Et puis la 10e fois, lorsque ça marche pas, ben j'en tiens compte. Et puis pour la question suivante, eh ben, dans le bon sens, je tiendrai compte de cette réponse qui a été pas bonne sur cet instant-là, quoi. Donc voilà, moi souvent, je pense que aujourd'hui, on est dans un monde où dès qu'on sait pas, on va, et j'en fais partie, hein. On va sur son ordinateur, on va chercher des réponses. Des réponses, en fait, il y a autant de réponses qu'on veut. Donc voilà, il faut essayer de réfléchir un petit peu. J'entraîne parfois des gens qui ont des très grosses situations professionnelles, je parle. Ils me posent parfois des questions. Je suis surpris de la question qu'ils posent par rapport à l'emploi qu'ils ont à l'intérieur de leur société. C'est pas, je veux dire, voilà, je comprends pas qu'ils me posent cette question, quoi. Et là, je me dis, ces gens-là, ils ont énormément de compétences dans leur travail, énormément de diplômes, mais s'ils avaient eu un peu plus de bon sens, la question ne me l'aurait pas posée, la réponse, ils l'avaient, en fait. Et voilà, après, c'est du coaching, je pense aussi. Oui, hein. Les gens ont besoin que ce soit moi qui leur dise. Voilà. Et alors, je le dis dans le livre. C'est intéressant ce que vous dites. Il y a quelque chose qui me surprend et qui me réconforte. C'est que parfois, un athlète me parle, un athlète que j'entraîne depuis longtemps, et dans ses propos, j'entends des fois, il est en train d'essayer de me persuader de choses que moi, je lui ai inculquées, en fait. Et parfois, je dis rien. Mais il utilise des mots que moi, je lui ai inculqués depuis des mois, des années. Et c'est lui qui me les ressort en essayant de me convaincre, alors que bon, il n'y en a pas besoin, c'est moi qui lui ai proposé. Mais et là, mais je jubile parce que je dis, en fait, mon job, ça a marché, quoi. Ouais. C'est mon athlète qui utilise des mots que moi, je lui proposais il y a quelques mois, quelques années. Et c'est lui qui me les retourne aujourd'hui. Ben voilà, là, j'ai gagné. Ouais. J'ai gagné. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que aussi les enjeux aujourd'hui dans les entreprises, les managers, les dirigeants, voilà, ils sont confrontés exactement à ce genre de relations, de volonté bien sûr. Mais moi, j'étais aussi manager. J'encadrais 45 personnes dans mon travail, quoi. Et il y a énormément de similitudes entre entraîner des athlètes et puis entraîner une équipe de salariés. Voilà. Je fais d'ailleurs... alors peut-être que je marche un petit peu sur vos plates-bandes, je sais pas. Du tout. Non, mais par exemple, j'interviens parfois des entreprises qui me demandent de venir un petit peu expliquer ce que je fais. Et puis ce qui les intéresse surtout, c'est que moi, mon idée, c'est de faire une équipe. Alors qu'on est dans un sport individuel. Ouais. Donc c'est assez compliqué, d'autant plus que nos athlètes, ils sont quand même... adversaires les uns des autres, hein, mais on essaye de fédérer une équipe et c'est ce qu'on a réussi à faire avec les équipes de France, puisque parfois, individuellement, quand on mettait tous nos individus côte à côte, on était moins forts que d'autres nations. Et au final, c'était nous qui, par équipe, étions devant. Mais je pense que justement, on arrivait à créer cet effet de groupe. Et quelque part, chacun allait un petit peu à l'image du rugby. J'aime bien cette image de rugby où on va sacrifier pour l'autre, quoi. Où ce qu'on appelle les gros, là, et quelque part, ils vont au carton, tout simplement pour pouvoir donner des bons ballons aux autres. Et finalement, c'est les autres qui vont en tirer la gloire. Mais c'est grâce au travail des avants qui vont faire un gros travail. Et voilà, donc j'aime bien cette notion-là où... Et souvent, j'ai vu sur des compétitions des athlètes qui étaient... S'ils avaient été dans une compétition, entre guillemets, normale, ils auraient arrêté. Parce que c'était trop dur. Mais là, le fait qu'il y ait à la fois le maillot de l'équipe et à la fois de se battre pour l'ensemble des autres participants, des autres collègues de l'équipe, aller au-delà, parfois même, au-delà du raisonnable. Faut être honnête. Parfois même, ça m'est arrivé sur le 24 heures, à un moment donné, où j'ai appelé le médecin, parce qu'on a toujours un médecin qui est avec nous, pour lui dire, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Est-ce que je continue à les pousser? Parce que je voyais, ils étaient dans des états, ils faisaient une chaleur, enfin, ils étaient dans des états vraiment très, très... C'était compliqué. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais moi, si je leur disais, allez, il faut y aller, ils auraient rampé par terre, mais ils auraient continué. Hein. Ouais. Et j'ai demandé au médecin de lui dire, c'est toi qui me dis, parce que maintenant, moi,
j'ai pas honte, mais ça me fait quelque chose de les voir dans cette telle souffrance. Et moi, si je leur dis d'y aller, ils vont y aller. Alors sans aller jusque-là, mais c'est vrai qu'on peut voir l'analogie ici avec le monde de l'entreprise, où des fois on va pousser nos collaborateurs, pousser pour obtenir le résultat, même si tout le monde est pour, il y en a qui vont aller s'épuiser au travail. Et c'est passionnant C'est un risque. Et je l'ai eu avec le sport, où à un moment donné, j'étais à fond dans mon truc, mais à un moment donné, j'ai percuté, j'ai dit attends, là maintenant il faut que tu prennes du recul, parce que toi, tu es dans le résultat, parce que quelque part aussi, moi, j'étais maintenu dans ma poste en fonction des résultats qu'on obtient quand même, hein, il faut être honnête. Et à un moment donné, j'ai dit non, stop, il faut que j'arrête là, parce que là, on mettait les personnes en danger et il faut savoir s'arrêter, quoi. Ouais. On va passer un petit moment qui est du pur plaisir pour moi. C'est juste... Non, ça va être un focus un tout petit peu plus sportif, vraiment pour parler d'une épreuve qui est la Saint-Élion, qui a lieu dans quelques jours. J'ai eu la chance d'en faire plusieurs formats et voilà, j'apprécie vraiment cette course. Souvent, on voit des athlètes, là encore, qui sont interviewés et qui disent que cette course a quelque chose de particulier. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier? Parce qu'il y a d'autres trails qui existent, en nocturne, toutes les distances existent aussi par ailleurs. C'est quoi qui fait ce charme, cette particularité? Son antériorité. C'est la première. La doyenne, La doyenne. Ben oui, moi j'ai couru cette course à l'époque, on courait, on faisait une année Saint-Étienne-Lyon, l'année d'après on faisait Lyon-Saint-Étienne. C'est vrai. À l'origine, c'est une course militaire même, c'était les militaires qui ont organisé ça. Donc voilà, donc elle a une antériorité. Lyon-Saint-Étienne, c'est quand même, c'est pas n'importe quelle ville aussi. C'est quand même même s'il y a des courses de nuit, je veux dire, c'est pas aussi mythique que Lyon-Saint-Étienne. Il y a le fait que ça soit en décembre. Donc, il y a à la fois la distance à affronter, mais parfois les conditions climatiques. Ouais. L'incertitude. Alors moi, ça fait 12 ans que je cours plus, mais par contre, j'accompagne les athlètes, alors souvent des athlètes qui vont jouer la gagne, hein, qui sont devant, et parfois, j'avoue que j'aurais bien envie d'aller me coucher, et voilà, parce qu'il pleut, parce qu'il neige, parce qu'il fait froid surtout. Donc, c'est un petit peu compliqué. C'est une course qui a du prestige. C'est pas une course comme les autres. Les coureurs aiment l'accrocher à leur palmarès. Et puis c'est souvent une course qui vient clôturer l'année, en fait. Moi, j'ai 2 athlètes qui vont courir là. Thomas Cardin, qui l'a remporté l'année dernière chez les garçons, qui va recourir, et une fille, Sarah Vieuil, qui est une Vosgienne, qui sera à minima sur le podium, qui va courir. Et en fait, on va clôturer la saison derrière. D'accord. C'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle chez nous une coupure pendant 2 semaines, 3 semaines. On va cesser le sport pour se régénérer et pour repartir sur la saison prochaine. Donc souvent, c'est la clôture de la saison. C'est ça. En fait. Donc je pense que son positionnement aussi en a fait un intérêt. C'est le bal de fin d'année c'est la fête. C'est le feu d'artifice, mais c'est pas le 14 juillet. Voilà. C'est vrai que les conditions, c'est particulier, parce que là, par exemple, on est à peu près une semaine de la course au moment où on enregistre. Il y a du soleil, tout à l'heure il a plu un petit peu, mais bon, il fait une température quand même acceptable. Aussi bien dans une semaine, il fait -10 et il y a de la neige de partout, quoi. J'ai connu tous les formats météorologiques sur cette course-là, du jour où il faisait relativement doux et quelque part on était bien, et puis des conditions il y a 2 ans ou 3 ans où là il a plu tout le long. Après le froid, quelque part pour moi qui suis suiveur, je remonte dans la voiture, je mets le chauffage, c'est bon. Pour eux c'est quand même compliqué, on part de Saint-Étienne, on passe sur des points très hauts, et souvent on a des changements de climat entre le départ qui est à minuit et le lendemain quand ils arrivent, il est 5h, 6h, le jour se lève et alors souvent il fait très froid. Et en plus ils passent par des points hauts qui sont très dégagés. Donc c'est une course qui est difficile à gérer. Il faut être très en forme pour performer. Voilà, donc mais c'est vraiment une course magnifique. Aujourd'hui, il y a aussi des formats qui ont été créés qui n'existaient pas auparavant pour que tout le monde puisse participer. Il y a la Saint-Express qui, eux, vont partir, ils vont faire que 40 km. Ils vont partir de Sainte-Catherine. Ensuite, il doit y avoir la Saint-Express, ils vont partir de, je me souviens plus, Soucieux. Ouais. Et puis aussi, il y a cette possibilité aujourd'hui de le faire en équipe. En relais, par équipe de 4, par équipe de 3, par équipe de 2. Là aussi, c'est une magie particulière. J'ai accompagné une année une équipe de 4. Et c'est vrai que je suivais en voiture, donc on en posait un, on en ramassait un. Je veux dire, il y a l'aspect d'équipe là aussi était quelque chose de, c'était sympathique. Ce qui vous tient à c'était cœur. sympathique.
Et du coup, je trouve que la Saint-Élion, c'est aussi un bon exemple pour voir l'engouement un peu du trail. On voit maintenant sur les lignes de départ, quelle que soit la ville de départ, suivant les formats, ce que vous expliquez tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, c'est un bon développement, tout ce sport business? Est-ce que c'est bien pour la pratique, pour démocratiser, pour agrandir la base, comme vous disiez tout à l'heure, pour avoir une élite plus performante? Bien sûr. Mais voilà, là, il commence à se poser des questions aussi par rapport à l'impact environnemental des courses aussi. On voit des athlètes qui maintenant veulent plus se déplacer à l'international. C'est quoi votre position là-dessus? Je sais que l'environnement, c'est quelque chose qui vous touche particulièrement. Forcément. Le trail, pour moi, c'est de l'environnement. Quelque part, je vais peut-être pas me faire que des amis en disant ça, mais je vois parfois des gens qui courent dans la nature et qui écoutent de la musique dans les oreilles. Quand on court dans la nature, on écoute les petits oiseaux, on écoute la ruisseau qui coule, on écoute le vent dans les arbres. Ouais, et des fois, des choses que j'arrive, voilà, mon bon sens me fait que je comprends pas toujours. Mais alors c'est peut-être l'âge aussi, je sais pas. Mais effectivement, ça a un impact environnemental. Alors peut-être moins sur ces formats de ville à ville, là. Mais c'est vrai que ça pose problème sur des courses comme l'Ultra Trail du Mont Blanc, où effectivement, ça a un impact, il faut être honnête, sur la nature. Après, jusqu'où... alors effectivement, aujourd'hui, on a quelques coureurs qui commencent à remettre en question le fait de se déplacer, de faire de longues distances, notamment de prendre les avions pour aller sur des courses à l'étranger. Bon, déjà, je dis c'est une bonne chose parce qu'en France, on a suffisamment de belles courses sans aller à l'étranger. Voilà, je parle pour les organisateurs français. Mais voilà, c'est vrai que c'est un problème. Jusqu'à présent, peut-être on voulait pas le voir, mais on se posait pas cette question. Aujourd'hui, elle arrive parce que on voit l'impact climatique, les changements de climat fait qu'on est obligé de prendre conscience qu'il y a des choses qui se passent. Alors effectivement, mais est-ce que c'est réellement les coureurs de trail ou les vététistes ou tous les gens les marcheurs qui pratiquent la montagne, est-ce que c'est vraiment eux qui ont un impact négatif sur la nature? Ils en ont un, forcément, mais grâce à ça aussi, ils ont pris conscience qu'il fallait la protéger, cette nature. Donc peut-être que même si eux, ils font quelque chose d'un petit peu... ils l'agressent un petit peu, cette nature. Mais est-ce que tout le reste de l'année, ils la défendent pas plus que celui qui est citadin et qui est chez lui et qui dit il faut protéger la nature, mais en fait, il en parle sans la connaître. Ouais, là aussi, le bon sens me ferait peut-être dire que... c'est bien de la défendre, mais surtout que ça soit des gens qui la connaissent, qui la défendent, plutôt que des idées reçues, des grandes idées, mais qui finalement que personne ne fait. Vaut peut-être mieux faire chacun de son côté des petites choses. Aujourd'hui, sur toutes les courses, on essaye de réduire l'impact, notamment des déchets. Ouais. Aujourd'hui, il y a plus de gobelets comme j'ai connu dans le passé, où on prenait un gobelet, et on buvait, et, dans le meilleur des cas, on le jetait dans la poubelle. Voilà, c'est dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, oui. Aujourd'hui, il y a plus de gobelets. Les gens doivent partir avec leur propre tasse. Voilà, donc on a déjà essayé de limiter au maximum les impacts négatifs par ce biais-là. Après, effectivement, on est bien dans la nature, quoi. Donc, on va prendre le Grand Raid de La Réunion, par exemple, qui se déroule à La Réunion, voilà, où les bâtons sont interdits. Oui. Tout simplement pour pas éroder les chemins. Donc voilà, c'est des petites choses, ça, et qui peuvent permettre d'essayer de diminuer notre impact négatif. Mais grâce au Raid de La Réunion, il y a plein de gens qui connaissent La Réunion, voilà, et qui ont envie de défendre l'environnement de La Réunion, alors que sinon, s'ils l'avaient vu dans les livres, ils auraient peut-être pas été aussi partie prenante. Ouais. Donc, d'un côté, effectivement, on a peut-être un impact négatif, mais je pense que on est beaucoup plus proche de la nature et on est beaucoup plus enclin à faire des choses dans notre vie de tous les jours sur la nature pour la protéger et pour quelque part, je dirais, de façon égoïste, pour protéger nos parcours, pour qu'on puisse continuer à en faire, quoi. Donc, on a tous intérêt, justement, à limiter cet impact pour pouvoir continuer à la pratiquer, parce qu'effectivement, ça pose question pour l'avenir. Et oui, votre point de vue, c'est qu'il faut prendre la balance générale. Voilà, pas s'arrêter sur un focus, mais sur la pratique ça notre problématique. Le bon sens, voilà, c'est là qu'on l'a pas. C'est qu'on va prendre
quelque chose de particulier et on va en tirer des enseignements. Il faut prendre les choses dans leur globalité. Alors qu'aujourd'hui, quand même, la majorité moi, des coureurs, les coureurs en trail sont des protecteurs de la nature. Ouais. Même si, à un moment donné, lorsqu'ils pratiquent, on peut dire qu'ils vont un petit peu l'abîmer. Après, marcher sur un chemin qui est déjà un chemin de grande randonnée, qui est très large, je veux dire, il n'y a pas non plus un impact terrible. On essaye aujourd'hui, par exemple, j'ai une course qui s'appelle le Trail de Gruissan, qui est dans le sud de la France. Ils ont changé leur date de course, justement parce qu'elle était plutôt au mois de février, fin février. C'était la première de la saison. Et en fait, elle a eu lieu là, il y a 15 jours. D'accord. Ils ont modifié justement leur date pour pas avoir d'impact parce qu'ils passaient dans des zones où il y avait de la nidification d'oiseaux. Et justement, ils ont changé leur date pour pas venir déranger les oiseaux. Donc voilà, ça paraît anodin ça, mais quelque part, les organisateurs ont bien pris conscience de l'impact négatif que pouvait avoir cette course à ce moment-là. C'est ça. Et on a essayé de trouver une solution intermédiaire. On continue à maintenir la course, mais on passe à un moment de l'année où il n'y a pas l'impact est moins négatif. Donc une prise de conscience, le développement du sport, oui, le développement de la pratique, oui, mais pas à n'importe quel prix. Exactement. Okay. Le bon sens. Oui, tout à l'heure, en préparant l'émission, vous m'aviez indiqué sur l'analyse de votre parcours, vous marquez « J'ai toujours un brin de chance dans tout ce que je fais, mais peut-être que la chance, ça se provoque. » C'est comme le travail, ça. Ouais. C'est la même chose. C'est ce que je disais tout à l'heure avec le travail. Celui qui, à un moment donné, dans son entreprise, mais dans le sport, travaille bien, à un moment donné, peut-être pas parfois à l'instant qu'on le souhaiterait, mais au final, voilà, il y a toujours un retour. Et là, c'est pas un retour de bâton, là, c'est au contraire, c'est un retour positif des choses. Et là, j'avoue que dans un petit peu tout ce que j'ai fait, que ça soit au niveau professionnel ou au niveau sportif, ça s'est toujours plutôt bien passé. Ouais. Donc, je me dis, effectivement, j'ai de la chance, mais mon bon sens aussi me fait dire peut-être que cette chance-là, je l'ai provoquée. En m'investissant beaucoup à des moments... alors, s'investir beaucoup dans quelque chose, c'est positif, mais il y a un impact aussi négatif. C'est par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure de mes enfants ou de mon épouse. Quand je suis à fond dans quelque chose, je suis moins avec eux. Il y a toujours... et dans mon livre, je les remercie, et je dis que jamais j'aurais pu faire tout ce que j'ai fait si, à la base, ma femme n'avait pas compris ce que je faisais et mes enfants ne l'avaient pas accepté. Voilà, j'aurais pas pris le risque de remettre en cause ma vie familiale. Et aujourd'hui, ce que j'ai pu vivre, c'est aussi grâce à eux. Donc, c'est très important. Mais quelque part, la chance, c'est aussi la chance d'avoir eu une épouse qui comprenait ce que je faisais. C'est aussi ça la chance. Mais peut-être que, justement, j'ai réussi aussi à la convaincre que ce que je faisais, c'était bien et que je lui ai fait partager aussi. Donc, du coup, tous mes athlètes, ils sont tous venus chez moi à la maison, ils ont dormi, etc. Donc, c'est aussi, j'ai partagé beaucoup de choses avec elle. Mes athlètes, elle les connaît presque autant que moi. Parfois, il y en a un qui m'appelle au téléphone et c'est ma femme qui décroche. Et puis, au bout d'un moment, je dis à ma femme, attends, c'est bon, en fait, c'est moi qui l'appelais, quoi. Mais avec lui, elle parle des enfants, voilà. Et donc, il y a des relations qui se sont nouées. Il n'y a pas un de mes athlètes qui connaît pas Mireille, qui est le nom de mon épouse. Il n'y en a pas un qui ne la connaît pas, quoi. Donc, voilà. Et puis, j'espère que, voilà, cet investissement personnel aura pu autant inspirer vos proches que j'espère les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui j'espère. et qui pourront voir toutes les valeurs que vous véhiculez. Philippe Propage, merci d'avoir été présent à l'émission. C'est moi qui vous remercie. Comme à chaque épisode, je demande à mes invités de me faire un petit cadeau. Un petit, hein? Un petit, bon. Ouais, un petit cadeau, un porte-clés. Est-ce que vous pouvez nous décrire le porte-clés, s'il vous plaît? Alors, c'est un porte-clés qui vient de la station de ski du Lioran, dans le Cantal. Alors, pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de liens avec ce département. Hein. Je suis l'ambassadeur du département pour le trail. Je suis aussi le parrain de leur station trail. D'accord. Voilà. Je connais beaucoup de gens, de personnes, de personnalités aussi là-bas. J'ai noué des liens très très forts qui a permis qu'avec l'équipe de France d'ailleurs on établisse notre camp de base dans le Cantal. Et voilà. Et en plus de ça, il se trouve que par hasard, c'est dans le Cantal que j'ai dû faire mes premiers trails. Donc voilà, lorsque je suis retourné là-bas. En fait, j'y retournais pour chercher un lieu pour les équipes de France. Mais en fait,
Le lieu, je le connaissais déjà, dans la mesure où moi, j'y avais couru. Et tous les parcours aujourd'hui s'entraînent nos athlètes, ben, je les ai parcourus moi avant eux. Donc voilà, c'est dans ce sens-là. D'ailleurs, je pense que c'est un élu qui m'a donné ce petit porte-clés. Le lien affectif. Ce lien affectif. Et ben, aujourd'hui, je le transmets. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour le cadeau et merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. C'était Julien Russier dans Cœur de Business 42. Si vous avez apprécié le podcast, diffusez un maximum autour de vous. Et surtout, merci de laisser vos avis et de mettre la note de 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour le prochain épisode de Cœur de Business 42. Le seul podcast du 42 pour celles et ceux qui rêvent d'un nouveau modèle au cœur du business.